vous êtes invité à rejoindre le navire du professeur Méduse, avec une magnifique méduse en figure de proue, bien sûr. Nous sommes en mer calme, et j'ai envie de vous parler de choses aujourd'hui, parce que aujourd'hui est officiellement le début de notre série Be More Ocean, en référence bien sûr à Be More Pirate, mais Be More Ocean pour la simple et bonne raison que j'ai envie de parler dans les océans de Sea of Thieves. J'ai envie de parler des océans de Sea of Thieves, j'ai envie de faire de la vulgarisation. Je suis juste là, votre hôte, aujourd'hui, pour que nous parlions un petit peu de science. Vous voyez ça comme une sorte d'énorme instant océan, tous ensemble. Professeur Méduse va partir sur les mers pour apprendre un petit peu plus sur les vents. Les vents et les courants dans Sea of Thieves. Si vous avez été sur le Discord tout à l'heure, vous avez peut-être vu que j'ai posté un sondage pour vous demander votre avis sur, d'après vous, quelle était la direction des vents de Sea of Thieves. J'ai eu un retour de sondage et j'ai été d'ailleurs assez surpris de voir cette réponse, donc on va en parler ensemble. Pour information, professeur Ernest Méduse est un chercheur qui se balade sur les mers tel un Darwin des mers pour aller découvrir un petit peu les océans et faire une sorte de grosse expédition et faire tout simplement un livre, un manifeste sur les expéditions de Sea of Thieves. Il est parti depuis sa France natale, il a réussi à aller jusqu'à Sea of Thieves où il s'est dit « Tiens, nous sommes ici dans un environnement que je ne connais pas, qui est mythique, j'ai réussi à passer le Devil's Shroud. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Comment est-ce que je peux voir ces mers incroyables ?» Enfin, tout simplement avec le point de vue d'un scientifique, le point de vue d'un océanographe qui va aller se balader. Alors, je vais vous remettre un petit peu quand même de contexte. Évidemment, Sea of Thieves, vous connaissez tous. Sea of Thieves, bien sûr. Sea of Thieves, c'est une région qui est, ma foi, en plusieurs endroits. Vous voyez, il y a plusieurs sous-régions dans cette région. Mais, d'après la communication de Rare, nous savons que Sea of Thieves est une région dans le monde qui existe. Donc, c'est-à-dire que, partant de ce postulat-là, nous pouvons nous dire que les conditions que nous vivons dans Sea of Thieves sont les mêmes conditions que nous vivons dans notre monde à nous. C'est canon. C'est une première assumption que nous allons faire tout au long de ce voyage. Que Sea of Thieves existe dans un monde qui possède les mêmes postulats que le nôtre. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait la même gravité, le même déplacement des fluides, vous voyez, toutes ces lois fondamentales existent dans le monde de Sea of Thieves, auxquelles ont été rajoutées certaines choses, comme par exemple le fait d'avoir la mer des damnés, le fait d'avoir les morts qui n'est pas tout à fait définitive, les morts qui revivent justement avec des squelettes et des fantômes, donc un petit peu de magie. Donc d'après les cartographies et d'après les communications des développeurs du jeu, Sea of Thieves se trouverait dans cet endroit-là, qui se trouverait à partir de la Isla Mosquito. La Isla Mosquito. Donc là, vous allez me dire, mais c'est bien gentil, Gwen, mais la Isla Mosquito, c'est quoi ? Eh bien, sachez que la Isla Mosquito est une île qui existe vraiment. Si on retourne sur une petite carte, eh bien, la Isla Mosquito est une île vierge britannique. Elle fait partie d'ici, les îles vierges britanniques. C'est une partie ici. Donc, si on extrapole cette carte avec la réalité, ceci voudrait dire que Sea of Thieves se trouve à peu près au nord des îles Vierges britanniques, donc c'est-à-dire dans cette région-là. Donc c'est-à-dire dans la partie nord de la mer des Caraïbes, juste en dessous des Bermudes, donc le fameux triangle des Bermudes, ouh mon dieu ça fait peur, et donc quand même dans l'océan Atlantique Nord, dans l'hémisphère nord de notre planète. Mais moi tu vois, je m'attendais que ce soit dans la mer des Caraïbes pour de vrai en fait. Mais là on est au nord, donc c'est encore mieux, c'est dans cette partie-là qui est scindé de mystères et de légendes. Ah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a le fameux triangle des Bermudes, qui est un endroit ici, dans cette région, où mystérieusement, les navires disparaissaient. Alors ils disparaissaient en fait parce qu'il y avait des conditions de navigation exécrables, mais ça a alimenté la psyché et les légendes des marins, bien sûr. Pourquoi est-ce que cette question est intéressante, vous allez me dire ? Parce que quand on est dans Sea of Thieves, ça veut dire qu'on est dans la région au nord des îles Vierges, et donc a priori, ça voudrait dire que les conditions que nous vivons actuellement ici, voyez ? Eh bien, cette région devrait avoir les caractéristiques physico-chimiques de
la région dans laquelle nous avons vu qu'elle se trouverait IRL si elle existait dans notre monde à nous. Donc c'est ce qu'on va essayer d'aller voir aujourd'hui, c'est d'essayer d'un petit peu de regarder justement est-ce que cette région serait plausible et est-ce qu'il y a eu des choix qui ont été faits dans la création du jeu pour supporter justement certains types de gameplay ou tout simplement dire on est chez nous, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. Vous avez peut-être remarqué que je regarde depuis tout à l'heure dans les airs. Pour ceux qui ne sont pas au courant de Sea of Thieves, les petites traînées que vous voyez dans le ciel, c'est l'effet du vent. C'est l'effet du vent dans Sea of Thieves, ce qui veut dire que là, si vous prenez votre magnifique boussole, et bien regardez, le vent va dans la direction est-sud-est. Et vous savez quoi, je vais le noter tout de suite. Pourquoi est-ce que je vais le noter? Parce que je vais vous demander un petit exercice à vous aussi. Normalement, le vent est le même pour tous les serveurs. Donc ça, c'est déjà un beau truc à savoir. Mais toutes les 5 minutes de ce live, nous allons prendre la direction du vent. Ça va nous permettre d'avoir des données. Et les données, on aime ça. Parce que Professeur Méduse est un scientifique. C'est un écologue. C'est quelqu'un qui s'intéresse justement à l'évolution de l'habitat dans le temps. Et pour ça, il lui faut des données, évidemment. Donc, le but de ces petites expéditions, c'est d'aller obtenir des données. Donc, toutes les 5 minutes, nous allons nous poser. Nous allons regarder justement avec notre boussole où va le vent pour essayer d'obtenir un petit peu un profil de comment est-ce que le vent varie dans Sea of Thieves. Donc dans 5 minutes, je vous propose qu'on regarde tous ensemble, que vous soyez sur SOT ou non, pour que nous regardions est-ce que le vent va significativement changer. D'après le sondage que j'ai obtenu sur Discord, eh bien vous êtes la majorité à penser que le vent est un vent qui souffle vers le nord-ouest. Ce qui est assez intéressant, parce que si on regarde justement sur notre carte, vous voyez, ça veut dire que le vent devrait souffler par là. Donc c'est ce qu'on va essayer de regarder. Peut-être que c'est une assumption qui n'est pas vraie. Eh bien, vous êtes 45% à penser que le vent souffle vers le nord-ouest, suivi ensuite du sud-ouest et du sud-est à 18% chacun. On va aller voir un petit peu tout ça. Donc, je vous propose de, tout simplement, lever l'ancre. Et on va aller se balader. On va aller se balader et découvrir un petit peu ça. Le vent, c'est bien gentil. C'est bien gentil le vent. Mais qu'est-ce que c'est le vent? Posons-nous cette première question, mes amis. Parce que c'est bien gentil d'aller étudier des effets en utilisant un joli jeu comme moyen de vulgarisation, mais déjà, qu'est-ce que c'est que le vent, mes amis? Est-ce que vous avez une idée? Le différentiel de pression dans l'atmosphère. Ok, j'aime bien ça. Ok, est-ce que quelqu'un aurait une autre idée par rapport à ça? C'est un déplacement de molécules dans un espace dû à une différence de pression. Ok, j'aime bien. Eh ben, vous avez raison. Tout simplement. Vous avez raison. Tout simplement. C'est une différence de pression. La pression due au changement de température des molécules qui se dilatent et se contractent à l'échelle microscopique. Eh bien, vois-tu, c'est exactement intéressant que tu utilises le mot microscopique parce que on est dans un environnement, la Terre, qui est avec différentes phases dans ces... Ah d'ailleurs, 5 minutes 5 minutes Le vent souffle vers le nord-est. C'est noté. Je remets encore un autre timer de 5 minutes. C'est parti. Donc on est dans un environnement qui est avec différentes phases. Vous avez des éléments qui sont de façon liquide, vous avez du solide et vous avez du gaz. Et le problème de cet environnement-là, si je puis dire, le problème, c'est que nous sommes sur un référentiel, la Terre, qui est en rotation. Et ça va jouer beaucoup de choses. Ça va faire beaucoup de choses dans le schmilblick. Tout dépend si tu veux être précis ou pas. Je veux être précis. Rotation de 45 degrés sens trigonométrique. Qu'est-ce que je disais? Du coup, oui, on est sur la Terre qui est en rotation autour d'elle-même et autour du Soleil. Et ça va jouer beaucoup dans la façon dont la matière va venir se distribuer tout autour de la Terre. Parce que on est dans un référentiel de rotation, mais comme je vous disais, certains éléments sont dans des phases particulières par rapport à d'autres. Vous avez les éléments solides qui ont une cohésion quand même suffisante pour permettre de résister justement à la majorité des forces, ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein, bien sûr, mais vous me passerez d'une simplification, mais il faut simplifier un petit peu quand même. Mais mettons par exemple, pour l'exercice, que le solide ne peut pas bouger. Voilà, mettons comme ça. Alors qu'est-ce qu'il en est du liquide et qu'est-ce qu'il en est du gazeux? Et bien ces éléments, eux, vont avoir une mobilité beaucoup plus importante dans votre référentiel, et notamment, ce qui va être important par rapport à eux, c'est qu'ils vont subir d'une façon différente les influences extérieures. Qu'est-ce que j'entends d'influence extérieure? Vous allez me dire, bah, le soleil, évidemment. Le soleil apporte de l'énergie sur la planète,
Il apporte une énergie radiative, une énergie qui fait chauffer justement notre monde. Et comme la Terre tourne autour d'elle-même et autour du Soleil, eh bien la Terre ne va pas être chauffée de la même façon d'un point A à un point B. Proposition, afin de récolter les infos en simultané, création d'un serveur privé 6 loops aux 6 avant-postes qui récupèrent le sens du vent toutes les 5 minutes. Bah oui, ouais, non, je suis d'accord, complètement. Donc, si la Terre est chauffée différemment, vous allez me dire, il va y avoir des endroits qui sont plus chauds et des endroits qui sont plus froids. Eh bien, c'est exactement exact. C'est pour ça qu'il y a des pôles, c'est pour ça qu'il y a des tropiques. Il y a une différence de température au niveau de la Terre. Sauf que la nature est bien faite et elle essaye toujours d'équilibrer les choses. Donc, quand vous allez avoir un excès d'énergie, parce que la chaleur, c'est de l'énergie, encore une fois, simplification, hein, mais gardez, soyez gentils avec moi. La chaleur de l'énergie, donc il y a un excès d'énergie à un endroit, et il y a un déficit d'énergie à l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une mise en mouvement du système pour faire en sorte que, justement, ça vienne s'équilibrer. Pour faire en sorte que l'énergie en excès à un endroit parte justement sur l'énergie qui est en déficit pour avoir quelque chose qui est à l'équilibre. Le vent. Toujours est-nord-est. Hein. Si vous avez justement ce déplacement, comme je vous disais, que vous avez un déplacement d'excès d'énergie vers un déficit d'énergie, eh bien tout simplement, qu'est-ce qui va être mis en déplacement si les solides ne peuvent pas bouger? Qu'est-ce qui est mis en déplacement, mes amis? Alors, nous avons notre sondage qui nous dit que à 100%, le vent souffle nord-ouest. Donc, vous pensez que le vent souffle nord-ouest à 100%, c'est-à-dire 3 votants. Eh bien, on va aller voir ça. Je rappelle, quand on dit le vent souffle nord-ouest, ça veut dire qu'il souffle vers le nord-ouest. Donc, qu'est-ce qui est mis en mouvement? Les fluides, exactement. Et sachez que l'atmosphère est considérée comme un fluide dans la mécanique des mouvements de particules. Donc oui, qu'est-ce qui est mis en mouvement? L'atmosphère et l'océan, tout simplement. Donc l'atmosphère et l'océan vont être deux grands compartiments écologiques qui vont permettre de déplacer l'excès d'énergie vers les déficits d'énergie. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, vous avez vu dans le titre, et oui, c'est grâce au courant et au vent. Alors 1013,25 hectopascal, c'est exactement la pression moyenne que nous pouvons trouver. Au-deçà, c'est une dépression. Au-dessus, c'est un anticyclone. Bravo, monsieur Swakit. Est-ce que tu peux me dire combien ça fait en bar? Bah, un bar. Voilà, bravo. Exactement. Exactement. Un bar, ça fait 1 puissance 5 pascal, donc à peu près 1000 hectopascal. C'est ce qu'on appelle aussi une atmosphère. Allez, dans 8 secondes, il y a le vent. J'ai jamais été aussi près de ma vie. Attention. Ah, mégalodon. Mégalodon, est-ce que c'est celui que je veux? Oui, piou piou. Yes, piou piou. Non, c'est un bleu, j'en ai rien à faire. Donc le vent, on a dit le vent c'est... Ah. Plein nord. Un vent de plein nord. C'est noté. On en était venu justement au vent et au courant. Parce que vous n'êtes pas en savoir, évidemment, qu'il y a des vents à la surface de la Terre, il y a des courants à la surface de la Terre, et bien maintenant vous savez que c'est parce que le but est de redistribuer l'excès d'énergie, donc la chaleur, pour faire en sorte que notre Terre soit équilibrée. Vous me direz, mais c'est bien gentil ça, Gwen, mais du coup, pourquoi le vent ne souffle pas d'une seule direction? Pourquoi les courants sont si... pourquoi c'est le bazar? Eh bien, j'ai la réponse pour ceci, mes petits amis, mes petits potes. Parce que voyez-vous, nous sommes sur un référentiel qui tourne, la Terre, mais il y a aussi des choses sur la Terre qui sont des continents. Le vent va d'une zone de haute pression à une zone de basse pression, et il en est de même pour les courants. Sauf que pour les courants, ça va être la densité, et on en reparlera tout à l'heure. Vous imaginez par exemple, il fait chaud à un endroit, il fait froid à un endroit, eh bien, le vent, il va y avoir un vent qui va se créer naturellement pour faire que le chaud aille vers le froid et qu'on trouve sur quelque chose d'équilibré. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un seul type de vent dans le milieu? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un seul type de courant? Pourquoi est-ce que ça ne va pas dans la même direction tout le temps? Tout simplement parce que notre planète bouge, elle tourne sur elle-même, et il y a des continents. Donc ça va faire en sorte que vous avez des barrières physiques au déplacement des fluides, et vous avez la force de Coriolis qui vient bouger tout ça. Donc si vous regardez sur ce joli petit graphique, premier schéma, c'est en fait la direction des vents que vous avez en bleu, et en rouge, c'est la direction des courants de surface. Vous allez avoir justement
une création de certaines cellules, comme vous voyez ici, des cellules atmosphériques, qui vont se faire parce que justement la Terre est en rotation et qu'il y a l'effet de Coriolis. Je rappelle, l'effet de Coriolis n'est pas une force à proprement parler, parce qu'il n'y a pas de force qui vient s'appliquer justement sur quelque chose. C'est pas comme si vous preniez ce truc et que vous le faisiez tomber. C'est la force gravitationnelle, la pesanteur qui l'apporte vers le bas. C'est pas tout à fait une force. L'effet de Coriolis est une déviation, puisque comme vous êtes en rotation et que vous avancez dans un milieu en rotation, eh bien, vous êtes un fluide, hein. Vous êtes un fluide, donc vous vous déplacez de façon 3D, pas sur une surface. Eh bien, vous allez dévier de votre trajectoire. Vous n'allez jamais faire une trajectoire toute droite, comme ça. Vous allez dévier, et vous allez dévier à droite dans l'hémisphère nord, et à gauche dans l'hémisphère sud. Et cet effet-là, et le fait que la Terre soit en rotation, fait en sorte que vous allez avoir la création de différentes cellules dans votre atmosphère, qu'on va appeler la cellule de Hadley, la cellule de Ferrel et la cellule polaire. Et ça à différents niveaux de latitude. Le vent, 5 minutes. Le vent souffle. Plein nord, toujours. C'est noté. Si on revient à notre petit schéma, eh bien vous allez avoir justement la création de différentes cellules dans votre atmosphère qui va faire que le vent que vous allez avoir, en fait votre air va se déplacer d'une certaine façon. Ce que vous voyez en fait, les cellules, c'est un mouvement de l'air, mais de bas vers le haut. Pas d'un point de vue XY, mais d'un point de vue Z, vers le haut. Est-ce que le vent dans ça a une direction? Vous êtes 100% à penser que oui, donc ce ne serait pas aléatoire. Intéressant. Intéressant. À l'équateur, vous avez de l'air qui va monter dans l'atmosphère. Comme il fait très chaud à l'équateur, l'air chauffe, monte, parce qu'il devient moins dense, ça monte. Et le mouvement du vent va le faire se déplacer vers le nord. Il va redescendre, parce que là, il va refroidir au niveau du tropique du Cancer ou du tropique du Capricorne que vous avez ici. Donc vous avez justement une descente, l'air devient plus dense et il descend. Et il refait une cellule comme ça. Et c'est la même chose dans les 3 autres cellules entre les 30 et 60 degrés et les 60 degrés et 90 degrés. Vous avez 3 cellules du coup qui font justement leur déplacement dans les airs. Donc vous avez donc une idée du mouvement que fait le vent, en tout cas l'atmosphère, d'un point de vue hauteur. Donc ça c'est bien. Gardez ça en tête. Et pourquoi, rappelez-vous? Parce que cellules qui sont créées grâce aux effets de Coriolis et grâce au fait que l'air chauffe de façon différente en fonction de la latitude. Ce qui est normal. Ce qui est normal, parce que quand vous êtes vers l'équateur, vous recevez plus d'énergie que quand vous êtes au pôle. Ce qui fait que vous avez un air qui est plus chaud à l'équateur qu'au pôle où il est plus froid. Tout simplement. Et gardez en tête que nous parlons de l'atmosphère pour l'instant, mais ça va être des choses assez similaires qu'on va retrouver aussi au niveau de l'océan, et on en parlera un petit peu après. Donc si on retourne sur ce joli graphique, vous pouvez voir que vous avez ce déplacement en cellule dans l'atmosphère. Bon, ça c'est bien, super. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la surface d'un point de vue X et Y? Comment ça se passe? Eh bien, avec ce fameux effet de Coriolis et le fait que les vents se déplacent, eh bien, vous allez avoir justement la création d'un vent particulier à la surface aussi des océans. Je m'explique. Les flèches bleues que vous avez, c'est la direction majoritaire du vent. Parce que je dis bien majoritaire entre guillemets, avec mes petites griffes de raptor là, comme ça, parce que le vent, c'est un mécanique, c'est un fluide, et il est évidemment soumis à la turbulence, c'est-à-dire à des effets qui sont justement pas vraiment prédictibles, ou alors prédictibles avec un certain degré de précision, des probabilités, et on a justement un déplacement qui peut être turbulent, donc avoir des mouvements qui ne sont pas réguliers. Là, on parle vraiment d'une direction générale, donc qu'est-ce qui se passe en moyenne? Et le vent que vous avez ici, vous voyez que quand vous êtes entre l'équateur et le tropique, de 30 degrés nord ou 30 degrés sud, vous voyez que le vent va vers l'équateur comme ça. Il se déplace vers l'équateur. Et c'est normal, encore une fois, effet de Coriolis et le fait que le vent soit chauffé par beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Donc il va vers l'équateur, tandis que quand vous êtes à 30 degrés nord, eh bien le vent s'en va. Il ne va pas vers là. Il va justement, il se déplace vers soit l'équateur, soit le 60 degrés. Et ça c'est vraiment intéressant parce que si vous regardez justement au niveau des cellules comme ça que vous avez ici, eh bien vous avez vraiment un sens du vent en surface qui est quand même à relier aussi avec les cellules parce que vous voyez que la flèche, elle pointe vers l'équateur et c'est un vent qui se charge en chaleur, qui se charge en humidité, qui ensuite va monter
vers les hautes atmosphères au niveau d'équateur, comme vous voyez ici. Et c'est la même chose qui va se passer au niveau du degré ici. Mais là, c'est pas la chaleur, c'est encore autre chose. Et au niveau des 30 degrés, bah vous voyez qu'il y a ici le vent qui tombe au niveau des 30 degrés. Il tombe comme ça et il va partir de chaque côté. Et on se rappelle, il part ici, il tombe. Il se dévie de quel côté? On est à l'hémisphère nord, il se dévie à droite. Il se dévie à droite. Et c'est pour ça qu'on a ce déplacement-là. Le courant d'air vont percuter le sol et selon les reliefs, les vents vont partir dans plein de directions différentes. C'est vrai. T'as aussi ça. T'as aussi le fait que les continents vont avoir un effet énorme. Et c'est parce que là, ce que je vous montre sur ce graphique-là, c'est si la Terre n'était qu'une boule d'eau. Mais ce n'est pas une boule d'eau. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec quelque chose qui est plus complexe. Et notamment, justement, à la surface, bah, vous allez avoir les océans qui vont avoir un mouvement où l'air va pouvoir circuler librement. Mais au niveau des continents, ça va pas être pareil. Ça va pas être pareil parce qu'en plus, la chaleur va être absorbée différemment entre l'océan et les continents. Mais ça, on va mettre ça de côté parce que c'est pas le but aujourd'hui. Je veux quand même pas non plus trop aller dans le détail. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le fond froid et les fonds chauds en rapport ou non, c'est un rapport parce que forcément l'air a été chauffé ou refroidi. Donc oui, effectivement, c'est très important là-dedans. Donc, c'est ce des schémas qui nous intéressent parce que vous voyez que vous avez en violet le courant de surface, le courant du Canaries par exemple, le courant des îles Canaries par ici, et vous avez le fameux Gulf Stream, que vous connaissez peut-être, bien sûr, ou le courant équatorial du Nord, très très important. Et vous voyez que cette gyre qu'on appelle ce tourbillon, finalement, qui n'est pas vraiment un tourbillon, parce qu'un tourbillon c'est à petite échelle, et là on parle d'une gyre parce que c'est une échelle océanique, on est vraiment à l'échelle du bassin de l'océan, eh bien cette gyre se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on dirait le sens anti-trigonométrique. Et ça c'est important. Et vous voyez que dans l'équateur, dans l'hémisphère sud, eh bien, il y a un mouvement qui est pareil, qui se déplace vers l'ouest, parce que la Terre tourne d'une certaine façon, mais que le courant est dévié vers le sud, et non pas vers le nord. Parce que, effet de Coriolis, évidemment. Donc vous voyez que là, la gyre a les mêmes caractéristiques, elle est formée de la même façon, sauf qu'elle ne tourne pas de la même façon. Et vous avez ici un mouvement qui est trigonométrique dans le sud. Mais c'est les mêmes mécanismes qui les font. Et c'est là où Coriolis est important, parce que Coriolis dévie à droite, dans l'hémisphère nord, à gauche, dans l'hémisphère sud. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que, vous voyez que le mouvement ici, avec cette flèche-là, plutôt que si elle se devait seulement aller vers le nord, eh bien elle est déviée, hop, de ce côté-là. Et c'est ça qui fait ce mouvement. Très important. Et c'est ça qui fait justement cette gyre, ce mouvement d'eau à la surface. Et ce que vous avez en bleu, ce sont les vents. D'ailleurs, il faut que je prenne... Attendez. Ouais, le temps est passé. Laissez-moi prendre info vent. Nord-nord-est. Ok. C'est marrant parce que ça va pas du tout dans la direction que je pensais. Le vent. Le vent souffle. Nord. Vent souffle au nord. Ce pattern est-il noté sur Excel? Il le sera. Parce que, mesdames et messieurs, la prise de données que je suis en train de faire pour l'instant sur mon petit post-it avec mon magnifique stylo, hein, n'est-ce pas? C'est quelque chose que je vais pouvoir aussi vous permettre de faire et de jouer aussi vos petits scientifiques en chef vous-même pour aller sur le jeu, si vous l'avez, pour aller vous balader sur Sea of Thieves et je vais vous donner un protocole pour que vous me donniez des données parce que, attachez-vous bien, ce travail, c'est un travail que je fais au long cours pour la semaine des océans de juin 2025 et ce sera un travail que je vais publier. Je ne sais pas encore de quelle façon, mais c'est un travail que je vais publier. Dr Modo qui nous dit « Ma théorie sur le vent sur SOT, c'est qu'il dépend principalement de la localisation de la tempête et que le vent tourne en fonction de sa direction. » Oh ouais, c'est pas bête, j'aime bien, on la garde. Petite question au passage, je vois dans les médias récemment que le changement El Niño, La Niña va impacter le Gulf Stream de l'Atlantique Nord, c'est vrai. Alors c'est plus compliqué que ça. Les médias font un peu de sensationnalisme là-dedans, évidemment, mais c'est une question qui se pose des scientifiques pour la simple et bonne raison que, effectivement, les deux sont liés. El Niño, La Niña, c'est un phénomène cyclique qui se passe dans l'atmosphère qui fait que les vents à l'équateur sont plus ou moins forts. C'est cyclique, c'est à peu près 10 ans à peu près de phénomène. Donc on se dit que si les vents sont moins forts, eh bien forcément il va y avoir moins d'énergie pour travailler sur les courants. Gardez ça en tête parce qu'on va en parler tout à l'heure des courants. Mais vous voyez que le lien entre le vent et les courants est très très élevé.
Donc, nécessairement, s'il y a une baisse d'intensité pour les vents, on peut se poser la question, est-ce que ça va ça va devenir aussi, ça va faire en sorte qu'il y aura moins d'intensité pour les courants? Eh bien, possible, mais je dirais que pour l'instant, c'est pas ce qui nous préoccupe le plus en termes de La Niña et El Niño, c'est surtout au niveau des baisses de salinité et de température de l'océan, qu'on aurait peur que le Gulf Stream ralentisse. Pas tant pour La Niño, mais plus pour les changements climatiques dus notamment à l'empreinte anthropique. C'est plus ça où on se pose la question. Alors honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de logique réelle au vent dans SOT. Je pense que le vent change de direction toutes les 5 minutes de 45 ou 70 degrés environ vers la droite ou vers la gauche en fonction des serveurs. Ah, eh bien, on va regarder ça parce que, regardez ça, le temps est écoulé. Le temps est écoulé, donc le vent souffle vers... Ouh là là, il a complètement changé, effectivement. Ouest. Il souffle vers l'ouest. Ok. Ok, là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8 x 5. Ça fait à peu près 40 minutes qu'on soufflait dans le est-nord et là, on vire vers l'ouest. Intéressant. Donc en tout cas, toutes les petites stats que je suis en train de faire, vous aurez aussi la possibilité de les faire et de me les partager sur le Discord, bien sûr, pour qu'on puisse avoir des petites données quantitatives pour se poser la question, est-ce que le vent sur SOT est aléatoire ou non? Tu peux redire les données? Ok, pour l'instant, on est est-sud-est, est-nord-est, nord, et là, on vient d'arriver vers l'ouest. Donc, ouais. Là, on vient complètement de virer vers l'ouest, donc on va voir ce que ça donne. Comme je vous l'avais dit plus tôt, Sea of Thieves est normalement, d'après le jeu, on part du postulat que Sea of Thieves peut exister dans notre monde. Et d'après la communication des développeurs, vous avez ici la Isla Mosquito et Sea of Thieves, que vous voyez ici, est situé au nord des îles Vierges britanniques. Donc pas trop loin de la mer des Bermudes. Donc dans cette zone-là, info vent, let's go, le vent. Nord-ouest. C'est noté. Mais ce qui veut dire qu'a priori, on serait dans l'hypothèse serait que Sea of Thieves serait avec ces conditions-là. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, le vent est un élément qui est turbulent. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas constant et qui bouge en fonction de plein de variables comme la température, l'humidité, bref, plein de choses parce que le vent est fait pour équilibrer les masses d'air entre elles. En tout cas, dans le but d'équilibrer. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un excès d'énergie, un excès de degrés, de quelque chose à un endroit, il est apporté dans un endroit où il y en a le moins. Et c'est pour ça, si vous avez un air qui est très chaud, il va aller se déplacer vers de l'air qui est très froid pour faire en sorte que ce soit à peu près à zéro. Voilà. Donc, si on est ici, si on regarde d'un point de vue moyen les conditions de vent et les conditions que nous devrions avoir, regardez, on est à peu près ici, sur ce graphe-là. Donc on devrait avoir des courants de surface qui vont vers le nord ou au moins vers le nord-est. Ça, c'est ce qui devrait se passer si on était dans la vraie vie. Donc, on est proche de l'équateur, mais pas non plus si proche. Ce qui veut dire que les vents, en général, sont des alizés qui vont vers l'équateur, comme vous le voyez ici avec les petites flèches bleues. Donc, des alizés, c'est un type de vent qui est spécifique au niveau de l'équateur. Donc, c'est des vents qui sont très chauds et qui vont justement vers l'équateur. Tandis qu'il y a d'autres vents qu'on va appeler des easterlies, donc des vents qui partent... attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Non, c'est ça. Les alizés sont des easterlies, donc c'est-à-dire des vents qui vont vers l'est, comme vous le voyez ici. Ils vont dans le sens de rotation de la Terre. Et vous avez aussi des westerlies, que vous avez ici avec la flèche en bleu, que vous voyez en haut là. Je ne sais pas si vous voyez mon... Voilà, ici. La flèche en bleu ici, qui sont des vents qui vont vers l'ouest, de façon générale. Donc à contre de la rotation. Et ça, c'est assez important, parce que du coup, vous voyez que ici, on va avoir des vents qui sont au niveau... On est au niveau de Sea of Thieves, on est au niveau, justement, à peu près, je dirais, 20 degrés nord, en termes de latitude. Et ça a son importance. Parce que si on est à ce niveau-là, rappelle-toi qu'on avait ce petit schéma-là avec les cellules en haut. Donc ça veut dire que les vents partent toujours du 30 pour aller vers le 0. Donc si on est ici, le sens de rotation de la Terre et l'effet de Coriolis font que les vents sont déviés vers la droite et donc vont vers cette partie-là. Je vous parle de vent moyen, effectivement. Là, on parle de vent atmosphérique et pas de vent de petite échelle. Mais c'est pour ça que... infovent d'ailleurs, infovent. Le vent va vers... l'ouest, plein ouest, bah dis donc. Ça reste assez constant pour l'instant. Est-ce qu'il va sud-ouest Est-ce qu'il va sud-ouest du coup? Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que dans le cas des vents,
En anglais en tout cas, on parle easterlies parce qu'ils partent de l'est pour aller vers l'ouest. C'est vrai qu'on a ça. C'est des vents qui ont leur origine de l'est pour aller vers l'ouest. Easterlies. Les alizés partent de l'est pour aller vers l'ouest. Tandis que les westerlies partent de l'ouest pour aller vers l'est. Et pour nous mettre complètement dans la panade, sachez que les courants, c'est l'inverse. On désigne un courant par la direction de laquelle il va, et pas depuis d'origine. Donc en violet, c'est les courants de surface, et en bleu, ce sont les alizés, effectivement, les vents, les alizés ici. Et au-dessus, là-haut, ce sont les westerlies, ce ne sont plus des alizés. Donc, ça veut dire qu'a priori, sur Sea of Seas, on devrait avoir en moyenne des vents qui vont vers le sud-ouest. C'est ce qu'on devrait avoir si on était dans la vraie vie. Mais sur l'autre schéma aussi, hop, l'autre schéma ici, en bleu, c'est le vent, et en rouge, c'est l'eau. Et vous allez me dire, mais mon petit Gouel, c'est marrant, parce que tes deux flèches, elles sont toujours de même format, c'est-à-dire à 90 degrés. C'est bizarre quand même. Alors, si on prend l'environnement de Sot, d'un point de vue scientifique, si la localisation est au nord des Bermudes, les données des vents seront toutes de même faussées par rapport à la réalité, puisque les volcans d'Aurore devraient modifier cela de manière assez significative. Pas bête ça. J'avais pas pensé à ça. C'est pas bête. C'est pas bête, mais effectivement, c'est... Là après on est avec des îles, pas avec des continents. Donc c'est sûr que les volcans d'Aurore vont apporter une chaleur dans l'atmosphère qui va faire en sorte que, effectivement, on va avoir une circulation des vents qui est locale. T'as tout à fait raison. Et tu sais quoi, Doc, je vais le mettre dans ma liste. Parce que j'avais pas du tout pensé à ça, et ça c'est quelque chose que je vais complètement mettre dans mon rapport. Clairement. J'avais pas pensé, c'est très très intelligent. D'après ce schéma, on est d'accord que, vous voyez que vous avez en rouge ici, des flèches qui vous indiquent que le courant de surface devrait aller à droite. En fait, ce que vous voyez là, c'est un phénomène qui est très commun, je vais dire, qui est un phénomène qu'on appelle la dérive de surface. Pourquoi ? Eh bien, pour cela, je vais vous apporter un autre petit schéma. Un autre petit schéma tout à fait sympathique. Vous avez, je vais vous le décortiquer petit à petit. Ne vous inquiétez pas. Ne faites pas des syncopes. Ne convulsez pas dans le chat. Tout se passe bien. Vous avez en bleu la direction du vent. Vous avez le vent qui va du sud vers le nord. Donc ça, c'est la direction de votre vent. Eh bien, tout ce que vous avez en jaune, c'est la direction des particules d'eau à la surface qui est due face au déplacement du vent. Vous avez du vent. Donc mettons par exemple que vous avez devant vous, vous avez un bol de farine devant vous. Si vous soufflez dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va partir un peu partout. Exactement. Ça va être déplacé. Parce que vous apportez une force avec votre souffle qui va faire déplacer les particules de farine a priori dans la direction dans laquelle vous soufflez. Prenez cette homologie-là et mettez-la dans l'océan, où vous apportez justement une force avec le vent sur un fluide qui est en fait un ensemble de particules d'eau. Qu'est-ce qui va se passer ? Les particules d'eau vont évidemment être déplacées dans la direction du vent. Sauf que vous êtes ici sur un milieu qui n'est pas solide, vous n'êtes pas sur une table, un comptoir de cuisine. Vous êtes dans un milieu de l'eau, un fluide, qui est en rotation de surcroît avec la rotation de la Terre. Donc pour rappel, Coriolis n'est pas une force, parce que vous n'appliquez pas une force sur votre milieu, c'est un effet dû au déplacement d'une particule dans un fluide en rotation. Donc, l'effet Coriolis est la résultante du fait que votre Terre est en déplacement. La Terre est un astre qui se déplace d'une certaine façon, dont la rotation va de... Un faux vent. OMG, le vent va dans la direction... Toujours à l'ouest. Il est toujours à l'ouest, le vent. Ah, rire. Donc, si vous avez votre Terre qui tourne vers l'est, si vous allez vers le nord, eh bien vous allez être entraîné par la Terre pour aller vers le nord. Donc votre déplacement effectif ne sera pas tout droit sur la planète, mais il sera vers la droite dans l'hémisphère nord. Et si vous êtes dans le sud, il ira vers la gauche. C'est ça, l'effet Coriolis. C'est vrai que la Terre de Sot est ronde. Alors ça, a priori, on n'en sait rien, mais je pars du principe que oui.
Mais ça n'a pas été vérifié. Donc, si vous partez de ce postulat-là, que vous êtes en hémisphère nord et que vous êtes dévié vers la droite, et que vous êtes en hémisphère sud et que vous êtes dévié vers la gauche, eh bien ce schéma devrait vous dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Parce que, vous voyez qu'ici avec le vent que vous avez vers le nord, qui va vers le haut, comme ça, eh bien, là, en fait, plus vous allez aller en profondeur, moins l'effet du vent va se faire ressentir, parce que forcément, l'énergie qui est apportée vers le vent va se dissiper petit à petit, et en fait, vous allez avoir une direction assez différente de votre déplacement dû au vent, dû au fait que il y a deux forces qui arrivent, l'effet de Coriolis et le fait que l'énergie se dissipe parce qu'elle ne peut pas aller tout au fond de la colonne d'eau. Et ça, c'est vraiment important. Vous avez donc une certaine surface, une certaine profondeur dans laquelle l'effet du vent se fait ressentir. Sachez que cette profondeur-là s'appelle la profondeur d'Ekman, E-K-M-A-N, Ekman, de la personne qui a découvert, qui a présenté cet effet-là, qui est en fait la spirale d'Ekman. Parce que vous allez avoir justement le fait que le vent souffle, il va venir entraîner les particules d'eau dans sa direction, mais comme vous êtes dans l'hémisphère nord à ce moment-là ici, que vous êtes dans de la fluide, eh bien, il va être dévié vers la droite. Et vous allez en fait avoir une déviation de la couche d'eau, la couche d'eau en dessous qui va dévier un petit peu plus vers la droite, etc., etc., etc. Et vous allez avoir justement une sorte de spirale qui va se faire avec la force de cette déviation. Donc vous avez ici avec la longueur des flèches qui va diminuer petit à petit parce que elle va être justement absorbée, cette énergie. Et si on intègre tout ce déplacement sur l'ensemble de la profondeur, eh bien, on va avoir justement ce schéma que vous avez à droite avec la direction nette qui va se faire de l'ensemble de cette colonne d'eau vers la droite à 90 degrés. Et c'est ça que vous voyez avec le point rouge, avec la flèche rouge. Ça fait penser à l'effet de couche limite des écoulements. Et oui, c'est bien, ça dit des mots qui m'intéressent. Ça me dit des mots intéressants, ça. Effectivement. Et le courant change à quelle profondeur environ? Là, attention, parce que là, on parle pas de courant de façon générale, on parle de courants qui sont dus au vent. Parce que les courants, on va y revenir juste un petit peu après, c'est relié aux différences de densité de l'eau. Pas tout à fait la même chose. Mais là, on parle vraiment des courants qui sont induits par les vents. Donc, vous allez avoir, si je résume, si vous avez un vent qui souffle vers le nord, vous allez avoir un courant de surface qui est dévié directement à 45 degrés vers donc le nord-est. Et si vous intégrez tout le déplacement de la colonne d'eau sur l'ensemble de la profondeur, vous allez avoir un déplacement qui se fait vers la droite, donc vers l'est, quand on est à l'hémisphère nord. Et si c'est à l'hémisphère sud, vous inversez le tout. Et ça, c'est ce qu'on appelle le déplacement d'Ekman. Et c'est pour ça que vous voyez sur ces schémas-là ce pattern, effectivement, que vous avez donc la flèche bleue, avec une flèche rouge à droite qui correspond au déplacement net de l'eau dû donc à Coriolis et à l'effet d'Ekman, et à gauche sur l'hémisphère sud. Donc le plus la surface on est, le plus dévié vers la droite est et le plus profond dans l'eau, le moins on est dévié, on restera nord. Alors tu resteras pas nord, justement. Alors tu as bon. Alors info vent. Oui, info vent, je regarde ça tout de suite. Oh, le vent a encore changé. Le vent va sud-sud-est. C'est marrant, effectivement, on a eu un changement de vent drastique. À peu près 1, 2, 3, 4. Après 20 minutes. Ah, intéressant. Intéressant. Donc, tu as presque bon, Doumé. Parce que ce que tu vois justement sur ce graphique-là, c'est... il faut que tu vois ça d'un point de vue profondeur. Donc, si tu es tout en bas, ça veut dire que déjà, tu n'as presque plus d'influence du vent. Et d'autre part, tu as en fait tout un mouvement qui a été initié par les couches que tu as en haut. Donc en fait, les couches se déplacent d'une certaine façon et toi, tu vas hériter de ce mouvement-là. Donc c'est pour ça que si tu es tout en bas, en fait, ton déplacement va même vers l'arrière, mais très très peu. Parce que justement, tu continues à être dévié vers la droite. Donc c'est un peu comme du miel qui tombe à cause de la gravité. Les couches de miel sont influencées par celles au-dessus et en dessous. Exactement. C'est exactement ça. C'est juste qu'effectivement, tu vas avoir pas la même viscosité, mais c'est exactement ça. Exactement. Donc moi, ce qui serait marrant, ce serait de faire souffler dans une soufflerie de l'air sur un bol de miel et de voir est-ce qu'il se déplace d'une certaine façon. Ce serait marrant. Ah mais les scientifiques, on adore faire ça. Donc voilà qui explique justement ce pattern que vous avez vu plus tôt. Ce qui veut dire que si on revient dans notre situation à Sea of Seas,
si on a un vent qui souffle vers le sud-ouest, eh bien on devrait avoir un courant qui va vers le nord-ouest. On est d'accord? Comme on a justement ici. Vous voyez, il va vers le nord-ouest, mais il est dévié ensuite par les masses continentales et par le fait qu'il passe le tropique. Et là, il y a un autre régime de vent qui apparaît, donc il est dévié d'une autre façon. Donc le postulat d'Ekman, c'est que l'influence du vent sur le déplacement de l'eau selon les différentes couches d'eau en fonction de la profondeur. C'est tout à fait ça. Et sache que ça a été démontré plusieurs fois de façon expérimentale et d'un point de vue aussi, d'un point de vue réel. C'est quelque chose, c'est une théorie qui a été mise en application et qui explique beaucoup de choses sur le déplacement des cours d'eau au niveau de la surface. C'est incroyable. Je trouve ça aussi incroyable aussi. C'est un truc de fou. Donc, on est d'accord, vous êtes d'accord avec moi que selon ce postulat-là et selon si on était dans la vraie vie, le courant, c'est-à-dire ce qu'on devrait voir à la surface, le déplacement d'eau à la surface, devrait se faire vers le nord-est. Eh bien, je vous propose qu'on aille le vérifier, tout simplement, parce que il se trouve que dans Sea of Thieves, autant le vent se déplace, autant on emporte le vent, autant le vent se déplace, comme vous pouvez le voir, de façon assez globale, même si on essaye d'avoir un déplacement moyen de notre vent, eh bien, l'eau est relativement constante. Est-ce que ça ne marche que dans l'Atlantique ou aussi dans le Pacifique? Ça marche partout. Ça marche partout, c'est juste que le déplacement sera un petit peu différent que tu sois dans l'hémisphère nord ou sud. Mais sinon, ça marche partout sur la Terre. Même dans l'eau du bain, d'une certaine façon, par exemple. Même dans les mers, tout à fait. La mer Méditerranée, c'est la même chose, par exemple. La même chose. Ce que je vous propose, on va faire un petit exercice qui est assez simple. D'abord, je vais me mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de rochers et pas trop de gros galions à côté de vous. Donc si je regarde sur ma carte, nous sommes proches de cette région qui m'intéresse. Donc, on va aller voir un peu par là. Un vent, il va vers le sud-ouest. On va réduire un peu la voilure parce que voilà, hein, on n'est pas trop pressé. On est ici dans une zone test qui est assez relaxe. Mon but va être d'essayer d'aller vers le... on avait dit quoi? Vers le nord-est, c'est ça? Le courant devrait aller nord-est. Donc on va essayer d'aller nord-est et on va voir est-ce que on est dans le même sens que les vagues. Normalement, si on va vers le nord-est, on ne devrait pas changer de direction avec la façon dont est modélisé le jeu, et même en navigation, on ne devrait pas parce qu'on va avec les vagues. Bon, donc restons nord-est. Mettons la barre droite et allons voir justement si nous gardons notre direction. Attendez, je suis pas tout à fait nord-est. Voilà. Donc la première chose que j'ai envie que vous observiez avec moi, c'est que les vagues sont pas du tout dans notre direction. Mais pas du tout. Donc ce qui veut dire que les vagues vont venir taper contre notre bateau et le faire dévier, justement. Parce que nous sommes un bateau, nous on est sur un fluide, et évidemment on est aussi lié au déplacement de l'eau. Question, sur quelle base reposes-tu tes relevés? Car vu que tu ne changes pas de position, le point de relevé change aussi. Alors tout à fait, ce serait complètement important à prendre en compte, ça mon cher Alain, mais je pars du principe que le vent est un élément de serveur qui soit identique à n'importe quel point de la carte, et qu'il est identique à n'importe quel joueur. Ça, c'est la façon dont est codé le vent dans Sea of Thieves, à ma connaissance. Et je suis d'accord avec toi que si on devait faire quelque chose qui soit, d'une part, robuste, qui soit absolument sans aucune discussion derrière en termes de méthodologie, on devrait rester à un point, effectivement, et faire en sorte qu'on ait plein de stations à des endroits différents pour obtenir justement ces données. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire avec un petit exercice de science collaborative un peu plus tard, bien sûr. Et regardez, est-ce que notre bateau a dévié? Bah pas du tout. Alors ça c'est intéressant comme résultat parce que d'habitude on dévie. Alors c'est peut-être parce que je suis pas full speed. C'est moi les full speed. Full speed d'Asie. Oh non, je me fais tirer dessus. Arrêtez, c'est pour la science. Le vent est uniforme sur chaque serveur mais pas sur tous les serveurs en même temps. Ah. Bah peut-être, je sais pas, mais en tout cas ceux qui sont sur le jeu, si vous me dites que le vent est de sud-sud-ouest, ça m'intéresse. Non seulement le vent change radicalement d'un coup, mais comme je le disais, le vent tourne autour de la tempête. Donc ça serait plus compliqué que ce que je pensais. Ok, et bah tu sais quoi, on va aller faire des relevés.
mon cher docteur Modo. On va aller faire des relevés justement pour s'intéresser à tout ça. Info vent. Allez. Info vent. Info vent. Idée. Ah, on commence déjà à changer. Sud-sud-ouest. Bah, tu sais ce qui est bien, c'est qu'on va aller voir justement si tout ça c'est relié avec la tempête, comme on a les prédictions avec Merfolk. J'ai jamais joué au jeu. Les vagues te poussent vers la gauche-droite. Si tu continues tout droit, c'est ce qui se passe. Bah, c'est ce qui devrait se passer en fait, parce que normalement on a un courant qui fait dévier ton bateau en fonction de ça. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que tu... Là, par exemple, je suis pas trop en train de subir. Tu vois, j'ai un petit peu dévié, mais pas tant que ça. Et je m'attendais à ce que je dévie plus, parce qu'en général, quand je vais vers le nord-ouest, là, on dévie beaucoup plus. Mettons, par exemple, qu'on décide d'aller vers le nord-ouest. Voilà. Bim, nord-ouest, comme ça. Nord-ouest qui, si vous regardez, là, je suis plus ou moins... Non, pas trop en fait. Attends. Si je me mets perpendiculaire aux vagues. C'est ça que je veux savoir en fait, parce que de cette constatation va découler plein de choses. Parce que moi ce que je veux c'est de voir si les vagues bougent ou pas. Et je pense que non, elles ne bougent pas. Ok. On va aller voir sur la vigie, pour le rire. Donc là on est plus ou moins droit avec les vagues. Parce que sachez que quand vous naviguez dans ça, vous avez quand même votre bateau qui est dévié par le courant. Les vagues vont tout le temps vers le sud-ouest, il me semble, peu importe là où se trouve. Et c'est ça que je veux savoir. Exactement. Regardez. Ok, donc les vagues, vous les voyez, elles sont de ce côté-là. Donc là, si j'ai la vision... J'ai oublié l'infovent. Bah, il bade là-dessus. Voilà. Si je regarde le... Si j'essaye qu'elle soit perpendiculaire à moi, eh bien on est d'accord qu'elles sont orientées nord-ouest et qu'elles vont vers le sud-est. Vous êtes d'accord avec moi pour ça? Vous êtes d'accord avec moi? Moi je pense que ça c'est quelque chose que j'ai observé depuis longtemps. Qu'effectivement... Ah, regardez, là on est en train de dévier. Là regardez, on a dévié par exemple. Attendez, je me remets donc vers le nord-ouest. Dans les Shores of Plenty, tu laisses la barre à droite du bateau ne dérive pas. C'est ça que je me pose la question, Sar, parce que je pense que ceci dépend de la direction dans laquelle tu vas. Parce que là, mettons par exemple qu'on se met nord-ouest. Les Shores of Plenty, tu dérives. Ah ouais? Alors ça, tu m'apprends des trucs. J'avoue, je suis curieux. Parce que regarde, là tu vois, on va vers le nord-ouest. Là, on est complètement perpendiculaire au courant. Donc, si on est 100% perpendiculaire, on devrait pas bouger. Le souci, c'est que là, on est en navigation, on est en équilibre qui est instable. On va contre le courant. Donc ça veut dire que notre bateau, dès lors qu'il est un petit peu poussé d'un côté, il va se faire pousser par le reste et normalement, on va se retrouver dans une direction qui est parallèle au courant. Non, qui est perpendiculaire au courant. Parce que là, on est parallèle, mais on est dans un équilibre qui est instable. Donc on va se retrouver poussé par le courant pour avoir un truc qui est comme ça. Ça, c'est la théorie. Donc on est en train de regarder, regardez, là on est en train de dévier petit à petit vers l'ouest. Donc si ma théorie est exacte, on devrait se retrouver vers le sud-ouest, normalement. Et vous voyez, là je ne touche pas ma barre. Et je suis en train de dévier. Donc en tout cas, dans tout ce que je peux dire de cette observation, parce qu'encore une fois c'est des observations qui sont empiriques. Dans la démarche scientifique, là on a fait une observation. De cette observation va se découler des hypothèses. Et on va faire des expériences pour valider ou non cette hypothèse. Et là, je sais que je vais me retrouver sur une île. Donc je casse l'expérience. Tu dérives toujours à bâbord quand tu vas vers le nord-ouest, peu importe ta zone. Et bah oui, et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, remettons-nous droit, sortons de l'effet de l'île qui nous stabilise un petit peu, il n'y a plus cette dérive, et voyons voir qu'est-ce qui se passe. Normalement, si j'ai raison, et je pense que Gauvin aussi va dans cette direction-là, on va être dévié vers l'ouest, vers la gauche. Et c'est assez intéressant d'ailleurs que nous soyons déviés vers la gauche. Parce que, si vous vous souvenez de ce que je viens de dire, si on est dévié vers la gauche, alors qu'on est en train d'avancer finalement, d'avancer vers le nord, qu'est-ce qui se passe? Quel effet devrait avoir lieu? Et oui, tout simplement Coriolis. Donc vous voyez, là on est en train un petit peu de dévier, pas tant que ça, mais on dévie un petit peu.
J'ai jamais essayé de comprendre si on va directement contre les vagues, pourquoi ça va plus à gauche que à droite. Et bah c'est la question que je suis en train de poser aujourd'hui, Gauvin. C'est à quel point c'est vraisemblable avec quelque chose qui serait dans la réalité. Parce que, en navigation en tout cas, si vous êtes dans l'hémisphère nord et que vous allez vers le nord, vous devriez être dévié vers la droite. Info vent, le vent vers sud-sud-est. Il a encore dévié de 90 degrés. Hein. Puis sur 4, pardon. Je remets mon compteur. Et on commence à avoir des petites données, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Vous voyez, là, on n'est pas trop en train de dévier, mais... Pardon, on est en train de dévier quand même. Petit disclaimer, on est dans le jeu, donc on peut avancer contre vent avec le navire. Ok? Gardez ça en tête. Partez du principe que là, si on avance actuellement, c'est parce qu'il y avait du vent dans nos voiles, mettons. Donc ça veut dire qu'on avance avec le vent. Ok? Si vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué avec Eggman tout à l'heure, et pas Eggman dans Sony, mais Eggman, bien sûr, le rire, tout ça, normalement on devrait être dévié de 45 degrés en surface vers la droite, puisque nous sommes dans l'hémisphère nord. Et c'est pas le cas. Là, on est en train d'être dévié vers la gauche. Donc, là, on tombe sur un point que Ernest Méduse, pose une question. Là, on est clairement sur quelque chose qui est pas censé être observé dans notre milieu. Parce qu'on a deux observations qui ne concordent pas. On a le fait que on est, selon la localisation géographique de Sea of Thieves, que je vous représente ici, pas ici sur ce schéma-là, mais attendez. Vous voyez, ici, donc, dans la mer des Bermudes, normalement, il devrait y avoir donc dans l'hémisphère nord un déplacement de l'eau qui se fait de cette façon-là, donc c'est-à-dire un courant qui va vers le nord-est avec des vents qui vont vers le sud-est, sud-ouest, pardon, nord-ouest et sud-ouest. Ok? Ça, c'est ce qui devrait la théorie nous donner. Mais on voit que actuellement dans SOT, ce qu'on observe, donc différent de la théorie a priori, c'est que nous avons des courants de surface qui vont vers le sud-est et les vents font un peu n'importe quoi. Donc pour l'instant, la question qu'il va falloir réfléchir, c'est est-ce que les vents sont cohérents avec nos observations? C'est pour ça qu'on va continuer à faire nos petites observations. Parce que si le vent nous donne une information qui est contradictoire avec ce qu'on voit, et ben là, on est vraiment dans le pâté. Mais mon hypothèse pour l'instant, c'est que on est clairement à l'envers de ce qu'on devrait être dans le milieu. Donc, deux choses qui s'en viennent par ici. Soit, on est dans un jeu vidéo, on s'en fiche, c'est pas grave, les développeurs ont codé ça comme ça, ils devaient juste choisir une direction, merci, au revoir. Moi, mes amis, je n'ai pas envie d'utiliser cette voie-là, parce que SOT, j'ai envie de le voir comme un élément qui est réaliste et un élément qui est plausible. Regardez la direction qu'on est en train de faire. Incroyable. Donc vous voyez, on a vraiment une direction, et là on a mis vraiment, on va vers le nord-ouest. Hein. Là c'est sans équivoque. Sans équivoque, et bien finalement on est dévié vers la gauche. D'après les observations que nous avons sur la planète, si on est dévié vers la gauche de cette façon, c'est qu'on devrait être dans l'hémisphère sud. Or, on est dans l'hémisphère nord, d'après les informations qu'on a. Info vent, c'est parti. Le vent va vers l'est. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on a plusieurs hypothèses qui à partir de là. Parce que là, notre observation, si on suit la démarche scientifique, c'est que là, on a fait nos observations qui sont plus ou moins récurrentes sur une certaine période. Donc, on va pouvoir challenger ces observations-là avec la méthodologie, justement, d'autres études et tout ça. Mais là, on arrive à faire une observation qu'on va pouvoir infirmer ou non avec des hypothèses. Mais est-ce que si tu pars dans l'autre sens, ça fait la même chose? On va essayer. Hypothèse 1, le nord et le sud et le nord, c'est une planète avec un pôle inversé. C'est exactement ce vers là où je veux en venir. Moi, mon hypothèse principale serait que en arrivant dans Sea of Thieves, qui est quand même un lieu magique, hein, on est quand même dans un lieu qui est entouré par un brouillard magique pour être séparé du reste du monde, dans lequel vous ne pouvez pas vraiment mourir, et en plus il y a des fantômes et des squelettes à la vie. Bon, des mégalodons, des kraken, tout ce que vous voulez. Il y a des malédictions, donc on est dans un monde qui est magique. Mais si je prends ça d'un œil des scientifiques, moi, j'ai envie de dire, est-ce si, en passant dans Sea of Thieves, il n'y avait pas eu une inversion des choses? Peut-être. Je vais te donner une info sûre quand même, et même si je ne suis pas un vrai docteur dans ce domaine, c'est quand même ma spécialité.
l'algorithme qui gère le vent est totalement indépendant de l'algorithme qui gère la mer. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi, mais j'essaye de pousser l'exercice, tu vois ce que je veux dire? J'essaye de pousser l'exercice pour voir si au niveau du lore, on peut extrapoler des choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi je pense, avec mon point de vue de scientifique, c'est que on a un courant qui va vers le sud-est, alors qu'il devrait aller vers le nord-est, nord-ouest. C'est-à-dire à 180 degrés de façon opposée. Donc c'est-à-dire vraiment l'inverse. On est vraiment là sur un inverse. Vous voyez? Donc si on a quelque chose qui est pareil avec les vents, parce que normalement, vous êtes d'accord avec moi, que les vents vont vers le sud-ouest, dans la vraie vie. Voilà. Ici, ils vont vers le sud-ouest. Donc théoriquement, si mon hypothèse est correcte, le régime des vents en moyenne dans Sea of Thieves devrait être vers le nord-est. On est d'accord? L'inverse. Donc si on tombe sur cette analyse-là, si les vents que nous étudions nous donnent ce régime moyen qui va de ce côté-là, ça nous apportera une observation supplémentaire pour soutenir notre hypothèse. Si ce n'est pas le cas, bah peut-être que cette hypothèse sera fausse et on va chercher d'autres, tout simplement. Ils ont juste oublié un signe moins. Alors, ce n'est pas à exclure aussi. C'est pas à exclure aussi. Sauf que moi, j'essaye de pousser justement, de faire en sorte d'expliquer le gameplay par la science, tu vois. Donc, je suis conscient que c'est un jeu vidéo, mais l'exercice me plaît et j'ai envie de voir à quel point on peut arriver justement à une explication de ce qu'on voit avec la science. Ou sinon, on regarde la vue du spectateur à travers un miroir. Ça peut être aussi ça. Parce qu'en plus, sachant que, et tu me diras Bibil si je me trompe, mais sachant que la mer des voleurs, Sea of Thieves, est un milieu qui est quand même un milieu, tu sais, des anciens, qui est quelque chose comme ça, tu sais, on pourrait très bien imaginer en fait que, en arrivant dans le Devil's Shroud, dans le voile du diable, en fait, on est passé dans un milieu qui est inversé par rapport à la réalité, donc comme un miroir, finalement, ou comme si on avait plongé. Vous voyez? Comme si on avait plongé et qu'on avait inversé les choses. Un faux vent. Ah tiens. Tiens. Nord-est. Nord-nord-est. Ce qui serait intéressant, c'est une prise de relevé en groupe, un bateau au point le plus au nord-ouest de la map, un au sud-ouest, un au nord-est et un au sud-est, éventuellement un ou deux bateaux à d'autres points de la map, tout le monde dans le même vocal et on prend des données ensemble en même temps. Et ben sache, monsieur Modo, que c'est ce que j'ai envie de faire. L'air, c'était des différences de pression. Et bien sachez que les courants, ce n'est pas de la pression qui est en jeu, mais c'est de la densité. C'est-à-dire que l'eau est une matière qui est dense. Et qu'est-ce qui fait la densité de l'eau? C'est-à-dire la température et la salinité. Plus l'eau est chaude, et moins il y a de sel, moins l'eau est dense. C'est-à-dire qu'elle va rester en surface. Parce que l'eau dense, si vous vous souvenez les diagrammes avec la masse volumique et la densité, tout ça, tout ce qui est dense coule par gravité, et tout ce qui est moins dense reste sur la surface. Une eau qui est chaude et avec peu de sel fait en sorte qu'elle est peu dense et elle va rester en surface. Une eau qui est froide et avec beaucoup de sel va être très dense et elle va aller en profondeur. Et si vous vous souvenez bien, évidemment, vous avez le fait qu'il y a une différence dans le milieu, donc le milieu va nécessairement vouloir équilibrer tout ça, ce qui fait donc un déplacement d'eau pour aller justement apporter de la densité là où il y a moins de densité. Et vous avez les courants. La même chose que pour les vents. Là, je te parle des courants, donc la circulation océanique. Je vous présente un dernier schéma. Je ne vais pas aller trop dans le détail de ce schéma, mais sachez que ce que je vous présente ici s'appelle la circulation thermo-haline. Thermo pour la température, haline pour le sel. Donc, circulation qui est due à la densité. Et en bleu, vous allez avoir des courants qui sont très salés et froids, donc des courants qui sont très denses, qui vont tapisser le fond des océans, comme vous le voyez ici. Et en surface, vous allez avoir des courants qui sont relativement chauds et peu salés. Mais pas toujours pareil, attention. Attention. Va y avoir des échanges, des remontées d'eau et des plongées d'eau, mais je ne vais pas aller plus loin parce qu'on en fera une émission dédiée sur la chaîne un moment plus tard. Les courants que je vous présente ici, ce sont des courants de densité, mais il y a d'autres types de courants. Vous avez vu les courants qui sont liés au vent. Vous avez aussi des courants qui sont dus à la turbulence, tout simplement au régime turbulent de l'eau. Mais vous avez aussi des courants qui sont dus aux marées. Les marées, c'est un autre type de courant qui est dû justement à la rotation de la Terre, à la rotation de la Lune et à la rotation du Soleil autour de nous. Et à la présence de masse continentale. Et ça, on aura encore le moyen d'aller explorer le tout. Parce que le but de ce petit exercice que nous devons faire aujourd'hui,
c'était de parler des courants et des vents sur Sea of Thieves, de voir à quel point ils étaient vraisemblables avec la réalité, avec les données que nous avons. Et j'espère avec ce petit épisode que nous avons un petit peu regardé des choses, que nous avons posé des hypothèses. Et en tout cas, Ernest Méduse, professeur Méduse, va avoir du pain sur la planche parce qu'il va avoir un gros rapport à écrire avec tout ça. Et il va surtout s'intéresser à tout ce qui se passe ensuite, autre que le vent et marée, parce que le mois prochain, on parlera de géologie. En tout cas, voilà, moi j'espère vous avoir sparké un petit peu votre curiosité avec ce premier épisode.